Du coup, moi, je vais vous parler d'AssemblyScript et je vais essayer de répondre à deux questions. Est-ce qu'AssemblyScript, c'est vraiment du TypeScript? Est-ce que c'est vraiment plus rapide? Pour commencer, histoire de gagner du temps, j'ai deux petites questions pour vous. Qui a déjà joué avec WebAssembly? Ah, quelques-uns. Et qui a déjà joué avec AssemblyScript? Ok, bon. Moi, j'espère que vous allez apprendre quelque chose. Le sujet est assez large. Je risque d'aller assez vite sur certains aspects. N'hésitez pas à me poser des questions après le talk si vous vous sentez un petit peu frustré. Donc, je vous l'ai déjà dit, moi, je travaille chez Comet. Sur mon temps perso, il m'arrive de participer à des projets open source. Et je maintiens une petite librairie qui est aussi écrite en TypeScript, qui s'appelle HDR-Histogram.js. C'est une librairie qui est plutôt utilisée dans le monde de la perf, pour faire du monitoring, dans des outils de bench, notamment dans AutoCannon. C'est une librairie c'est un outil qui est basé sur Node.js et qui est fait par un gars qui s'appelle Matteo Collina, qui fait partie de la fondation Node.js. Et il se trouve qu'en fait, au départ, c'était plutôt un truc fait en Java qui a été migré dans plein d'autres langages. Et en JS, ça marche plutôt pas mal, mais c'est quand même un peu plus lent que les autres versions. Et en mars 2020, comme beaucoup de gens, j'ai eu un petit peu plus de temps perso. Je me suis dit, tiens, comment faire en sorte en fait, que la librairie soit encore plus efficace? Et c'est là que je me suis intéressé à AssemblyScript. Alors, est-ce que ça marche? Avant AssemblyScript, je vais vous parler un petit peu de WebAssembly. Je vous parlerai après vraiment du langage AssemblyScript. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de perf. Alors, WebAssembly, c'est deux choses. C'est à la fois l'aspect d'un langage vraiment bas niveau, une sorte d'assembleur, et l'aspect d'une machine virtuelle. Mais une machine vraiment hyper simple. L'aspect, c'est vraiment, c'est à peine une V1, quoi. C'est un MVP. Dans le langage, on trouve la description de type primitif, genre des entiers sur 32, 64 bits, des instructions qui vont avec, un modèle mémoire qui est vraiment hyper simple. Par exemple, il n'y a pas de GC. Et puis, c'est assez limité. Le but, c'est que ce soit très rapide à démarrer, que les applications elles démarrent vraiment super vite, et puis qu'ensuite, elles s'exécutent aussi très très vite. Mais du coup, c'est un peu limité. Par exemple, vous n'avez pas accès au DOM. Il faut passer par du JavaScript. Concrètement, en fait, ça va tourner dans le navigateur. Dans le navigateur, vous pouvez avoir aujourd'hui, on a du JS la plupart du temps. Il se trouve que le JS, ça va vite déjà, ça va de plus en plus vite. Mais le JS, voilà, c'est un langage dynamique, on peut faire des trucs super rigolos avec, mais les compilos, ils n'aiment pas trop. Et du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas optimiser. Alors que le WebAssembly, voilà, c'est assez carré, quoi. Au niveau de la compile, il faut que à peu près tout soit connu. Maintenant, on parle de web, mais WebAssembly, ce n'est pas que pour le web. Ça marche aussi très bien au niveau back, ça marche très bien en Node. Il paraît que ça marche aussi en Dino, mais je ne serais pas la bonne personne pour en parler. Et puis, il y a de plus en plus de runtime qui sont dédiés à WebAssembly. L'idée, c'est comme WebAssembly, c'est fait pour fonctionner dans un navigateur. Au niveau sécurité, c'est assez blindé. Et en fait, on pourrait l'utiliser comme une alternative hyper légère à Docker. Maintenant, on en est vraiment aux prémices. Ce n'est pas un truc mature, mais bon, dans quelques années, ça va peut-être se répandre. WebAssembly, une instruction, ça ressemble à ça. Sympa. Donc ça permet d'ajouter deux nombres entiers sur 32 bits. Alors évidemment, il y a l'aspect qui est en deux parties. Il y a la partie vraiment pour les ordi, quoi, en binaire. Et puis il y a une alternative en texte qui permet d'écrire ce genre de choses. Alors là, je vous ai mis en fait le code d'une fonction qui prend en paramètre deux nombres entiers, qui les ajoute et qui renvoie le résultat. Honnêtement, c'est pas ma tasse de thé. C'est bien de connaître un petit peu la syntaxe si vraiment on fait des trucs touchy et qu'on a à débugger. Mais clairement, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui écrive vraiment des bouts de code conséquents avec ce langage. Alors si vous faites du C ou du Rust, il y a moyen de compiler pour WebAssembly. Il y a un outil qui s'appelle emscripten qui a été utilisé pas mal aussi pour porter en fait dans le navigateur des jeux vidéo. Maintenant, si on se voit ici, c'est que normalement vous aimez bien TypeScript.
Et c'est là que je commence à vous parler d'AssemblyScript, quoi. Alors, AssemblyScript, déjà, c'est un projet open source. C'est un projet open source, mais bon, je vais déjà enlever toute illusion. Ce n'est pas un projet open source comme TypeScript, dans le sens où il n'y a pas une énorme entreprise derrière. Il va y avoir il y a une communauté, une petite communauté qui est très active, hein, avec des contributeurs qui sont vraiment passionnés. Il y a des sponsors comme Fastly. Mais voilà, ça n'a pas du tout la même force de frappe, hein, que peut avoir un Microsoft derrière TypeScript. Du coup, quand vous voyez la doc, vous pouvez avoir quelques petits glitches, quelques petites erreurs, mais bon, ça a aussi son charme et la communauté est assez réactive. Le code, c'est du TypeScript. Honnêtement, c'est du TypeScript. Là, vous voyez, normalement, voilà, c'est compréhensible. Une fonction qui ajoute deux nombres, ça ressemble à ça. La petite différence avec TypeScript, c'est qu'il y a des types en plus. Donc i32, un entier sur 32 bits. Mais ça reste du TypeScript. Après, quand on fait de l'AssemblyScript, comme pour tous les langages qui tournent avec WebAssembly, il faut compiler ça et générer un module WASM. C'est une sorte de bundle en binaire. Et dans les navigateurs, voilà, il y a une API pour pouvoir ensuite les charger. Je n'ai pas mis toutes les options possibles parce qu'après, derrière, c'est là qu'on va dire voilà, qu'est-ce qu'on expose du navigateur, quelles sont les fonctions JS qu'on veut pouvoir appeler depuis AssemblyScript. Et puis, on peut aussi paramétrer tout plein de choses au niveau mémoire. Voilà. Ensuite, on peut, depuis le JavaScript, appeler les fonctions qui ont été codées en AssemblyScript. Et alors, contrairement aux API type WebWorker, tout est fait en synchrone. Il y a un truc à savoir, c'est que WebAssembly, ça marche vachement bien avec les nombres, mais dès qu'on fait des trucs un peu plus compliqués, genre une chaîne de caractères, ça devient un peu plus galère. Du coup, si jamais vous adorez mon talk et demain vous essayez AssemblyScript, je vous conseille vraiment d'utiliser un petit helper qui vient avec AssemblyScript qui s'appelle AssemblyScript Loader. Ça vous épargnera bien des soucis. Parce que sinon, le démarrage, c'est un petit peu chiant. Au niveau environnement, c'est là que c'est plutôt cool. On est dans du VS Code. Voilà, c'est comme un projet AssemblyScript. Alors, est-ce que j'ai mes fichiers ici? Il y a forcément une petite config pour TypeScript, parce que il y a des types en plus. Et puis, on va le voir, il y a des fonctions built-in. Après, au niveau du build, on remplace TSC par ASC. Et ce qui permet de compiler. Alors, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que, en tout cas, moi j'aime bien quand je fais de l'AssemblyScript, c'est que le code qui soit à côté, il ne soit pas en JS, il soit en TypeScript. Du coup, il ne faut pas mélanger les deux. Du coup, la convention, c'est que le code AssemblyScript, il est dans un répertoire Assembly, et le code TypeScript, on le laisse dans un répertoire SRC. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire là-dessus? Ouais. Donc honnêtement, le VS Code pour écrire de l'AssemblyScript, c'est vraiment cool. Quand on reste à la maison, on n'est pas dépaysé. Maintenant, je ne vais pas vous le survendre, il y a quand même un petit inconvénient. C'est que pour VS Code, vous faites du TypeScript. AssemblyScript, il ne connaît pas vraiment. Ce qui fait que, en fait, vous pouvez faire des conneries au niveau du code qui ne vont pas être détectées dans VS Code et qui vont péter à la compilation. Notamment là sur les types sur les nombres. Par exemple, i32, en fait, c'est aliasé sur number. Donc là, si je m'amuse à prendre un entier et puis l'additionner avec un nombre à virgule flottante, en VS Code, c'est super cool, parce que derrière, c'est number, mais à la compilation, ça va péter. Et là, il ne se passe rien. Mais à part ça, franchement, c'est cool, quoi. Au niveau de l'environnement, alors là, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y avait vraiment rien. On peut aussi faire des tests, comme on fait en JS avec Jest. Il y a un truc qui ressemble un petit peu, qui s'appelle ASPECT. La présentation serait trop longue si je vous montrais ça. Mais voilà, on n'est pas très loin de l'expérience dev qu'on peut avoir avec TypeScript. Alors c'est du TypeScript, mais j'ai quand même quelques mauvaises nouvelles. Mais rassurez-vous, après, il y en aura des bonnes. Dans les mauvaises nouvelles, il n'y a pas d'effet de bord en fait en AssemblyScript. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au DOM, il faut passer par du JS.
on n'a pas non plus accès au serveur. Et en fait, il y a une raison assez simple à tout ça, c'est que tout est synchrone. Il n'y a pas d'event loop, il n'y a pas de timer, de set intervalle, de ce genre de choses. Donc il n'y a pas de promesse non plus d'async await en AssemblyScript, ça n'existe pas. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, la grosse différence avec TypeScript, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de dynamique en AssemblyScript. En gros, avec WebAssembly, c'est vraiment pas permissif. Et le compilo, il aime vraiment pas les surprises. Du coup, vous n'aurez pas d'any, il n'y a pas d'undefined, et il n'y a pas d'unknown. Donc il va falloir être un petit peu précis, un peu rigoureux quand on va écrire du code. Il va falloir aider le compilo, parce qu'aujourd'hui, le compilo, il n'aime pas les devinettes. Donc ça ne marche pas. Il va falloir spécifier tous les types de retours. Vous me direz, bon, comme ça, le code est lisible. Hein. Maintenant, on ne peut pas non plus faire comme on fait souvent en JS, utiliser des objets un peu comme des tableaux associatifs. Les records, tout ça, non. Bon, il y a quand même une classe map, donc on s'en sort assez bien. Et puis ensuite, bon, on peut avoir ce genre de choses. On peut avoir des paramètres qui sont plus ou moins optionnels, string ou nul. Par contre, il n'y a pas d'union type. Ça, non, c'est pas bon. C'est trop compliqué. Maintenant, voilà, AssemblyScript, là, comme ça semble être une sorte de sous-ensemble de TypeScript. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Il y a des trucs en AssemblyScript qu'on n'a pas en TypeScript. Le fonctionnement est vraiment différent. Alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de type erasure. Donc, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est le type erasure, en fait, quand vous avez un type paramétré en TypeScript, au runtime, il y a pas mal de choses qui ont disparu. En gros, les types ont servi à checker que tout allait bien à la compilation, et puis au runtime, c'est parti. Alors qu'en AssemblyScript, ils sont encore là. Donc, si vous avez un type paramétré là comme ça avec une méthode create, vous avez une fonction built-in AssemblyScript, instantiate, qui permet de créer des instances du type T. Là, comme ça ne paraît pas très utile, mais dans des cas un peu plus touchy, c'est plutôt sympa. Je vous passe un petit peu tout ce code-là. Alors, la deuxième chose, qui pour moi m'a été moins utile, mais ça peut être aussi sympa, c'est que vous pouvez redéfinir tous les opérateurs. Donc là, si vous vous amusez, par exemple, à définir un type nombre complexe, vous pouvez vous amuser à définir l'addition, la soustraction, enfin tout, quoi. Et puis les comparaisons, évidemment. Donc ça, voilà, ça c'était pour la deuxième bonne nouvelle. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de perf. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre à AssemblyScript? Et donc, moi, pour le coup, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai repris un bench qui était déjà là, qui permet de, en plus j'aime bien les fractales, qui permet d'afficher l'ensemble de Mandelbrot. Donc là, je vais prendre en JavaScript. Ça fait 485 millisecondes. En AssemblyScript, c'est le drame. Je ne sais pas si c'est assez grand pour que tout le monde voit, mais c'est genre 2 fois plus lent. Alors, il se trouve qu'il y a 2 heures, un des principaux contributeurs à AssemblyScript m'a envoyé un petit message, parce que je ne sais pas comment il a vu ma presse. En fait, il se trouve qu'il y a un bug dans Chromium aujourd'hui. Donc, je vais passer sur Firefox. Voilà. Donc là, on est à 478 millisecondes en AssemblyScript. On est à 480. C'est pas terrible quand même. En fait, c'est un peu normal. Honnêtement, c'est un peu normal. Je n'ai pas fait la presse pour rien, je vous rassure. C'est en gros, si vous regardez le code du bench, si vous regardez le code JS et le code AssemblyScript, ça ressemble beaucoup. Et il ne faut pas imaginer que vous allez prendre une base de code TypeScript, la faire compiler avec AssemblyScript et avoir une valeur ajoutée. En gros, pour que AssemblyScript ait de la valeur, il faut écrire du code vraiment un peu différemment. Alors, ce n'est pas le cas pour ce truc-là, pour ces fractales. Mais si jamais, par exemple, vous avez du code TypeScript, un petit peu objet, avec de l'allocation des new, en gros, vous créez des objets dans des boucles, ça va être un peu la catastrophe en AssemblyScript au niveau des perfs.
En gros, en WebAssembly, il n'y a pas de garbage collector. Et pour que quand même vous puissiez écrire un petit peu de code en AssemblyScript, il y a un garbage collector, mais c'est le garbage collector fait par l'équipe AssemblyScript. Et ce n'est pas le garbage collector qui vient avec V8, quoi. Et bref, ce garbage collector, il est sympa, mais il est un peu lent, quoi. Donc il ne faut pas l'utiliser. Maintenant, là, pourquoi ce truc-là avec Mandelbrot, c'est lent? Alors, en fait, quand vous regardez un petit peu comment afficher cette fractale, il faut utiliser des nombres à virgule flottantes. Et ça, c'est déjà super bien géré en JS. AssemblyScript, bah voilà, WebAssembly, bon bah ça, au niveau perf, il ne va pas pouvoir faire grand chose là tout de suite avec ce qui existe en standard dans les browsers. Alors il y a des gens qui sont amusés à refaire le bench avec des features qui sont encore flaguées expérimentales, notamment avec des instructions SIMD, et puis en essayant de faire du multithreading. Et là, ouais, ça va plus vite, mais en gros, pour monsieur et madame Michaud, bah, ça ne sera pas plus rapide. Il va falloir faire d'autres choses. Alors, il se trouve qu'il y a un truc en AssemblyScript qui, moi, perso, j'adore et que, jusqu'à présent, j'ai bizarrement oublié de vous parler, bah, c'est les nombres. WebAssembly, c'est fait pour faire des calculs. Et en JS, au niveau des nombres, on n'a pas énormément de choix. On a le type number et puis on a le type begint. Le type begint, on le voit rarement utilisé. C'est quand même, si on en a besoin, je pense que c'est bien, mais bon, il y a quand même un coût au niveau perf qui est non négligeable. Il se trouve qu'en AssemblyScript, eh ben, au type number, je ne vous les ai pas tous mis, mais on a un peu l'embarras du choix, et surtout sur tout ce qui est entier. Et les types entiers sont vraiment bien supportés. C'est-à-dire que bah, vous pouvez faire toutes les opérations possibles, et puis il y a aussi tout ce qui est opérateur logique. Vous savez, les opérateurs logiques, les trucs qu'on n'utilise vraiment jamais en JS et en TypeScript, tout ce qui est et ou décalage de bits, trucs qui donnent du code vraiment super lisible. Bah, on les utilise jamais parce que bah, déjà, c'est pas lisible. Et puis en plus de ça, en JS, ça marche très très mal. C'est pas plus rapide, par exemple, si vous décalez vers la gauche un nombre en JS, déjà, bah, c'est pas plus rapide que faire x2 la plupart du temps. Et puis en plus, il y a une grosse limitation en JS, c'est que ça marche que sur les 32 premiers bits. Donc vous pourrez essayer, vous faites 2 à la puissance 31, vous décalez vers la gauche, normalement ça fait x2, bah là vous aurez 0. Donc en gros, c'est inutilisable. En AssemblyScript, ça marche nickel chrome. Du coup, on peut faire des trucs rigolos. On peut utiliser un entier sur 64 bits et l'utiliser comme un tableau de booléen. Ça donne du code qui pique, mais c'est super rapide. Alors, il se trouve que j'avais un petit peu de temps, alors je me suis intéressé à comment faire une IA pour jouer aux échecs. Et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est vachement utile en fait d'avoir des entiers comme ça sur 64 bits. Parce qu'un échiquier, c'est 8 x 8, donc 64 cases. Et avec 12 entiers, on peut représenter en mémoire un échiquier. Puis après, il y a plein d'astuces super intéressantes pour ceux que ça intéresse. Il y a un super site qui s'appelle chessprogramming.org où il donne il y a une flopée d'algo. Bref, si vous essayez de calculer le nombre de coups possibles qu'il peut y avoir à partir d'un échiquier, et que vous faites ça avec une profondeur de 5, souvent le mot-clé c'est perfT. Bah, si vous essayez de faire ça en JS, en tout cas moi j'ai essayé, après c'est forcément mon implème était forcément améliorable. Bah, déjà ça prend un peu de temps parce qu'il y a un peu moins de 5 millions de combinaisons. En JS, moi j'étais arrivé sur mon laptop à un peu moins de 15 secondes. En passant à AssemblyScript et après en utilisant le fait que tout était codé avec des entiers sur 64 bits, ce n'était pas ma première version, mais ma version finale, je suis arrivé à un peu plus d'une seconde. Pour le coup, par rapport à Mandelbrot, j'étais quand même plutôt content de faire de l'AssemblyScript. Quand même un bon rapport. Et puis pour finir, bah, j'ai migré du coup le gros de mon code à HDR histogramme qui était en TypeScript. Je l'ai retranscrit en AssemblyScript. Et là, bah, j'ai un rapport à gauche, on ne le voit pas très bien, je suis un peu fâché avec le CSS. J'ai la version TypeScript avec le nombre d'instructions par seconde, et à droite, c'est la version AssemblyScript. J'ai un rapport par quasiment de 1 à 5 sur pas mal de use cases. Donc pour le coup, ouais, ça peut être rapide, mais il faut l'utiliser au bon moment.
Et puis surtout, en fait, le truc qu'il faut avoir en tête avec AssemblyScript, en gros, bah, c'est du TypeScript, mais il faut un peu coder comme on coderait un petit peu en C, quoi. Il faut changer ses habitudes. J'espère que le talk vous a plu. Je vous ai mis un petit QR code, ça a de vigueur en ce moment. Et puis quelques handles Twitter si le sujet vous intéresse avec des personnes qui sont actives sur le sujet. Merci beaucoup. Puis bah, si vous avez des questions, bah, c'est maintenant. Quelqu'un a une question? Ouais. Question sûrement très stupide, mais est-ce qu'il y a des gens qui essaient de faire tourner du WebAssembly dans Node, ou est-ce que ça n'a juste pas de sens? Bah ouais, j'en ai parlé au début, en fait, ouais, ça marche très bien, en fait. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de faire tourner du WebAssembly dans Node.js? Bah moi, oui, j'essaie. Non, j'en ai parlé au début, peut-être un peu vite. WebAssembly, en fait, ça marche très bien dans le navigateur et aussi côté back dans Node. Donc, ouais, AssemblyScript, tu peux l'utiliser sans problème avec Node et l'API est quasiment la même. Tu as même moins de restrictions, c'est même plus facile même encore dans Node. Donc, notamment, la lib que je maintiens, elle est le plus souvent utilisée dans Node, plus que dans un navigateur. Quelqu'un a une autre question? Ouais. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui utilisent ça vraiment pour des use cases vraiment réels? Bah, je pense les sponsors. Je pense Fastly, ils sont plutôt... désolé Paul. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises qui utilisent vraiment ça de manière assez sérieuse en prod? Je n'ai pas vérifié, mais je pense que Fastly l'utilise parce qu'ils investissent pas mal dessus. Je pense qu'ils investissent pas mal dessus sur WebAssembly en général, vu qu'ils ont, suite au cut de budget chez Mozilla, ils ont recruté des gens un petit peu connus, comme Lynn Clark. Et en fait, ouais, je pense que tout ce qui est... ça bouge pas mal, en fait, dans tout le monde, tout ce qui est hébergement, serverless, cloud. Parce que pour le coup, comme j'en parlais au début, au niveau virtualisation, c'est pas mal prometteur. Ouais. Ça demandait quel effort de porter ta bibliothèque, malheureusement je n'ai pas retenu. Ouais, un nom un peu barbare. Donc ça a apporté, alors je répète la question pour Paul, pour l'enregistrement. Du coup, c'était quoi l'effort en fait pour porter du code JS en AssemblyScript? J'avais pas, en fait, il se trouve que le code que j'avais en HDR histogramme, au départ, je l'avais migré de Java et j'avais mis en commentaire en fait tout ce qui était opérateur logique. Et ce qui était plutôt compliqué quand moi je l'avais migré en TypeScript, c'était un petit peu tout refaire sans tout ce qui était bit shift à gauche, à droite et tout plein d'opérations qu'il peut y avoir en Java qui sont relatives à ça. Et du coup, j'avais gardé un petit peu tout ça en commentaire, le code Java en commentaire, et du coup, ça a été pour le coup, ça a été assez rapide. Ce qui était le plus compliqué finalement, c'était de prendre les bons types, les bons nombres, et de ne pas se mélanger les pinceaux, quoi. Bon, ça m'a pris quand même 2 ou 3 mois. Ouais. Alors, sur AssemblyScript, est-ce qu'ils ont quelque chose comme NPM, une sorte de bibliothèque où ça marche avec NPM? Je ne sais pas comment, s'il faut importer des... Donc, avec AssemblyScript, est-ce qu'il y a quelque chose comme NPM? Est-ce qu'il y a un écosystème en gros? Et comment ça se passe? Alors, avec AssemblyScript, il n'y a pas vraiment de repo dédié. En gros, on utilise NPM. Il y a alors, moi, perso, je vais publier dans NPM. Ce qui se passe, c'est que tu peux récupérer du code AssemblyScript. Par contre, il va falloir le recompiler. Il va refaire partie de ton bundle. Tu ne vas pas avoir, comme avec TypeScript, des librairies qui sont publiées et qui sont déjà compilées.
Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a un écosystème qui est forcément... c'est marrant parce qu'il y a 2-3 jours, il y avait une question sur Twitter, là, comme ça, qui avait été relayée. Honnêtement, il n'y a pas énormément de choses. La plupart, il y a pas mal de projets AssemblyScript qui sont listés en fait sur le site AssemblyScript, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et dans GitHub, malheureusement, la recherche, elle n'est pas vraiment facilitée parce que pour GitHub, c'est du TypeScript. Une autre question? Bon, sinon, c'est bon. Merci à tous.